Quand on arrive à Porto, on associe tout de suite la ville avec le Douro, ce sublime fleuve du Portugal. Le Douro prend sa source néanmoins en Espagne, puis serpente entre les collines verdoyantes où poussent les vignes, connues dans le monde entier pour son vin, qui porte le même nom que la capitale de la région nord. C'est bien sûr Porto. Mais qui dit fleuve dit également pont, permettant aux hommes de passer d'un côté à l'autre et reliant sa ville voisine, Vila Nova de Gaia. La ville de Porto possède plusieurs ponts. Bien qu'entre 711 et 1035, pendant lesquels le Douro marquait la frontière entre les civilisations chrétiennes et islamiques, les deux rives du fleuve ont toujours fait l'objet d'échanges et de circulation. La traversée du Douro se faisait traditionnellement à l'aide de barques, de radeaux, de bacs ou de chalands permettant aux hommes et aux marchandises de franchir les eaux. La nécessité d'un pont de passage vers la rive sud du Douro a toujours constitué une préoccupation. Plusieurs ponts de barques se sont succédés. Début 1800, la construction d'un pont de barque plus pérenne est décidée. L'architecte Carlos Amarante réalise le 15 août 1806 un pont sur 20 barques reliées par des câbles en acier. Le pont pouvait s'ouvrir pour permettre le passage des bateaux transportant le vin depuis la vallée du Douro en amont. Le 29 mars 1809, lors de la deuxième invasion de Porto par l'armée française de Napoléon, ce dernier veut bloquer l'accès du port de Porto aux Britanniques et aux Lusitaniens. La population, paniquée, fuyant les massacres, emprunta le pont. Celui-ci s'écroula sous le poids des fuyards. Entre les noyés et les piétinés, 4000 personnes perdirent la vie dans l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire moderne de Porto. Cette plaque commémore ce moment tragique, à l'endroit même de la tragédie. C'est entre autres à cause de nombreux massacres perpétués par les troupes de Napoléon, en Espagne et au Portugal, que ces peuples considèrent encore aujourd'hui Napoléon comme l'un des plus grands tyrans de l'histoire. Le pont Pencil. Une trentaine d'années après cet épisode tragique, apparut un autre pont, le pont Pencil, qui veut dire le pont suspendu. C'est donc un pont suspendu, et le premier pont métallique construit sur le territoire national. Inauguré en 1842, il a été donné l'ordre de le démolir en 1887. Aujourd'hui, on peut encore voir les restes du pont Pencil. Ce sont les grands pylônes à côté d'un autre pont qu'on verra plus loin. Inauguré en 1877, c'est la première grande œuvre de Gustave Eiffel et c'est le pont qui a permis au chemin de fer d'atteindre la ville de Porto, une conquête extrêmement importante pour l'économie de la région. En effet, Eiffel est l'un des ingénieurs qui a participé à la construction des premières lignes de chemin de fer du Portugal. Quant au tablier ferroviaire, dans le jargon du génie civil, on le doit à l'ingénieur français Théophile Seyring. Les travaux débutèrent le 5 janvier 1876 et fut achevé le 31 octobre 1877. À l'époque de sa construction, ce pont en fer était un ouvrage d'ingénierie qui a surpris au Portugal, mais également à l'étranger. Aujourd'hui encore, son arche de 160 mètres de long, située à 61 mètres au-dessus du niveau moyen du fleuve, continue d'impressionner. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 4 novembre 1877 par le couple royal, Dom Luís Ier et Dona Maria Pia, qui lui a donné son nom. Utilisé pendant 114 ans, il a été désactivé en 1991
car il ne pouvait plus répondre aux exigences de l'évolution du transport ferroviaire. Là, j'ouvre une petite parenthèse historique et d'ingénierie. Le viaduc de Garabit est un viaduc ferroviaire français. C'est un ouvrage d'art permettant le franchissement des gorges de la Truyère. Il est situé dans le département du Cantal. Si vous passez par l'autoroute ou la route nationale, arrêtez-vous pour en apprécier sa majesté. Eh bien, ce viaduc est un projet de l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer, qui en confie la réalisation à Gustave Eiffel et sa société. Mais ce ne sera pas Théophile Seyrig, mais le Maurice Koechlin qui s'occupera de ce projet. Je ferme la parenthèse en précisant que le pont Maria-Pia et surtout le viaduc de Garabit serviront de laboratoire pour la réalisation de la Tour Eiffel à Paris, proposée par Maurice Koechlin. Comme on peut le constater sur la vidéo, le pont de São João se trouve derrière le pont Maria-Pia. En béton armé, avec des lignes minimalistes, il n'a pas d'arc, mais un portique multiple continu, reposant sur deux piliers majestueux, dont la base se trouve dans le lit du fleuve. La longueur totale de ce pont ferroviaire est de 969 mètres. Il a été inauguré en 1991, le jour de la Saint-Jean, un saint très populaire dans la région. C'est un pont ferroviaire qui fait la liaison entre la gare de Porto et les destinations du sud, dont Vila Nova de Gaia. Le pont de São João a remplacé le pont Maria-Pia depuis le 24 juin 1991, car ce dernier possédait une voie unique et des limitations de charge et de vitesse. Le pont Infante Dom Henrique, communément appelé le pont de l'Infante, est un pont routier sur le fleuve Douro. Le pont est en aval du pont Maria-Pia. Inauguré en mars 2003, le pont de l'Infante est une œuvre singulière de l'ingénierie, conçue par l'ingénieur Adam Fonseca. C'est un pont à haute altitude avec un arc de type Maillard, du nom de l'ingénieur suisse. En effet, Robert Maillard a révolutionné les constructions en béton armé. Il raidit le tablier, ce qui lui permet de réduire l'arc. Cela permet de supporter des charges colossales, mais avec une esthétique prononcée. La travée de l'arche, pratiquement horizontale, est en béton de 280 mètres sur une structure de 72 mètres de haut. C'est l'un des plus beaux ponts en arche à un seul tablier au monde, et il est considéré comme l'un des plus élégants de ce type par certains experts, bien évidemment. En allant vers l'Atlantique, mais toujours à Porto, voici le pont d'Arabida, qui est le monument national depuis 2013. Encore un pont à Porto qui se distingue par sa longueur et sa taille et qui est à 70 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Il a une portée de 270 mètres et a détenu le record du monde des ponts à arches en béton armé, dans un projet conçu par Edgar Cardoso. Inauguré en 1963, il a une particularité. 4 ascenseurs permettent aux piétons d'accéder du fleuve Douro au sommet du pont à 70 mètres. À l'entrée des tours d'ascenseur, on peut voir 4 sculptures monumentales de 5 mètres de haut, coulées en bronze. 2 du côté de Porto, du sculpteur Barata Feio, symbolisant le génie accueillant de la ville de Porto, et le génie des travaux fluviaux et de l'hydroélectricité. Et les 2 du côté de Gaia, du sculpteur Gustavo Bastos, représentant la maîtrise des eaux par l'homme et l'homme dans sa possibilité de traverser les cours d'eau. Je termine cette histoire des ponts par le pont Louis Ier, qui est sans doute l'un des symboles de la ville de Porto, au Portugal, et le plus photographié.
découvrons le pont par le funiculaire qui permet d'accéder au bas du pont. Appréciez la pente très raide du funiculaire. On arrive vraiment à l'entrée du pont, où les piétons et les véhicules peuvent circuler. Avec son architecture remarquable, sa construction imposante et ses vues à couper le souffle sur le fleuve Douro, ce pont est une attraction incontournable pour les visiteurs et pour les habitants de Porto. Le pont Louis Ier a été construit en 5 ans, entre 1881 et 1886. C'est un ouvrage qui sera sous la responsabilité de l'ingénieur français Sering, cet homme qui avait réalisé le pont Maria Pia. Mais ce ne sera pas avec la société Gustave Eiffel, car ce dernier avait refusé sa demande de revalorisation salariale. Néanmoins, Théophile Sering remporta la compétition pour la construction du pont Louis Ier, qui se fera avec l'entreprise belge de Willebroek. Voici donc l'architecture métallique de l'époque, combinant la fonctionnalité et l'esthétique. Sa structure se compose d'une voie ferrée sur le niveau supérieur et d'une route sur le niveau inférieur, ce qui témoigne de son caractère novateur. La voie ferrée a été remplacée par le métro, qui transporte inlassablement les passagers de Porto à Gaïa et inversement. On trouve toujours de jeunes intrépides qui, pour quelques euros, font un plongeon rafraîchissant. On va dire que c'est toléré jusqu'au prochain accident. Allez, on termine cette belle balade, non pas par le funiculaire, mais par le téléphérique. Bon, je vous avouerai que, comme j'étais du bon côté des caves, qui ont fait la réputation de ces villes, je me suis offert un petit encas.